Je m'appelle Pierre Fournet, je suis responsable d'un groupe de travail à l'ASLOG, Association française pour la promotion de la logistique, qui organise ce cycle de conférences. Et également président d'un cabinet conseil en supply chain qui s'appelle Léon, que j'ai fondé avec la conviction que le e-business transforme profondément la logistique. Les consommateurs que nous sommes s'habituent avec le e-commerce à des offres produits de plus en plus larges, à des prix de plus en plus variés et changeants, et à des délais de livraison de plus en plus courts. Et donc, ils sont habitués à changer de manière de plus en plus rapide de fournisseurs. Et dans ce contexte-là, on peut se demander quel est l'intérêt du processus prévision-planification. Est-ce qu'il a toujours un sens? Ou est-ce qu'il faut tout maîtriser, tout mettre en forme sur l'agilité industrielle et logistique? Donc, on va tenter de répondre à cette question, d'une part. On abordera également les bonnes pratiques pour implémenter des processus prévision et planification, et également comment on peut faire évoluer ces processus prévision-planification avec des techniques plus récentes, comme par exemple le big data. Donc pour cela, on a réuni un parterre d'experts en supply chain et plus particulièrement en prévision et en planification, et je vais donc leur laisser se présenter. Allez, qui commence, peu importe. Elisabeth, honneur aux dames. Oui, bonjour. Donc, je suis Elisabeth Rousineau. Je travaille dans la société Sodebo, qui est un acteur du traiteur frais. Et donc, je suis chef de pôle de la cellule prévision. Merci. Et Bertrand? Bonjour, Bertrand Regnault. J'ai en charge la supply chain d'Agro Mousquetaire. Donc, Agro Mousquetaire, c'est le pôle industriel du groupe Mondé Mousquetaire qui réunit 64 usines. Et on est fiers de faire du Made in France. Et l'objectif, c'est bien évidemment de servir dans les meilleures conditions nos points de vente. Bonjour à tous, Patrick Trouillet. Je suis directeur supply chain du groupe Comap. On est une grosse PME de 240 millions d'euros, un peu moins de 1000 personnes. Je suis dans le secteur du bâtiment. Mes clients, c'est le groupe Saint-Gobain par exemple, Richardson, Rexel. Et mon client final, c'est le plombier. On produit des têtes thermostatiques, des solutions de raccordement, du plancher chauffant. Donc on est dans le chauffage, un peu dans le sanitaire. Bonjour, Étienne Royer. Je travaille chez PepsiCo depuis 10 ans. Donc PepsiCo, c'est pas seulement Pepsi, c'est aussi Tropicana ou Lay's, des marques peut-être que vous connaissez bien au quotidien. J'ai en charge les équipes prévision et planification de production sur l'ensemble des catégories chez PepsiCo. Voilà. Bonjour. J'attendais de ne plus avoir de compétition avec la speakerine. Laurent Chardon, moi je travaille pour Renault Trucks. J'ai en charge le process Sales and Operation Planning ainsi que l'administration des ventes pour Renault Trucks. Donc Renault Trucks, c'est un acteur du poids lourd. Environ 50 000 camions vendus en 2016, 1500 points de vente. Et Renault Trucks fait partie d'un groupe un petit peu plus large qui est le groupe Volvo, qui regroupe environ 100 000 collaborateurs et plusieurs centaines de milliers de camions vendus partout dans le monde. Voilà. Très bien, merci pour ces présentations. Alors, est-ce qu'on peut vraiment continuer à faire des prévisions dans un monde de plus en plus volatile, incertain, complexe, ambigu? Elisabeth, peut-être? En fait, faire des prévisions de vente, déjà, ça permet d'avoir une base de travail pour les différentes équipes pour pouvoir organiser, planifier, approvisionner. Et c'est également, ces chiffres servent aussi à échanger énormément entre le commerce, la production et la supply, puisqu'autour de ces chiffres, on va pouvoir discuter. Voilà. Étienne, peut-être sur ces sujets Oui, je pense que c'est parce que c'est encore plus volatile, incertain qu'il faut prévoir. On sait que le coût, malheureusement, prévoir, c'est se tromper. Ça, c'est la première chose. Je pense que c'est important de le garder en tête. Donc, je pense que l'idée, c'est de diminuer en fait cette incertitude, cette erreur de prévision. Et malheureusement, oui, dans un contexte volatile, incertain, il faut mettre un certain nombre de processus. Et je pense qu'on rentrera dans le détail sur les processus à mettre en place pour essayer de diminuer cette erreur qui a des impacts sur le service. On veut apporter le meilleur service à nos clients au moindre coût. Et donc, diminuer cette erreur-là, ça va être un des enjeux clés pour l'entreprise. Alors, une méthode souvent
réduire l'incertitude, c'est faire des prévisions à un niveau plus agrégé. C'est des choses que vous appliquez, Laurent, chez Renault Trucks? Oui, absolument. On a coutume de dire qu'il vaut mieux être globalement juste que précisément faux. Donc ça fait partie là, des méthodes que l'on applique. Donc on ne cherche pas, chez Renault Trucks, chaque camion est unique. Un camion, c'est un outil de travail. Il est personnalisé en fonction de la demande spécifique d'un client avec un très très grand nombre de variantes. Donc on ne cherche pas à prévoir l'ensemble de la demande commerciale précisément par rapport aux besoins des clients, mais on vient agréger une prévision à un niveau beaucoup plus macro. Et ensuite, on a développé des outils industriels, donc des processus industriels très agiles, qui permettent de répondre à la demande, quelles que soient les variantes demandées, et ainsi de pouvoir gagner en flexibilité. Elisabeth, c'est des points que vous appliquez aussi chez Sodebo, l'agrégation des prévisions? Alors nous, c'est vrai qu'on est dans le secteur du fret, donc la particularité, c'est qu'on reçoit les commandes le jour même du départ. En fait, il faut qu'on reçoit les commandes, il faut qu'on prépare nos commandes, et puis elles sont expédiées le jour même, pour être livrées sur le jour A ou voire le lendemain. Donc dans ce cadre-là, et pour que nos productions aient le temps de fabriquer, finalement, ils vont planifier sur prévision. Donc le stock sera disponible pour préparer les commandes. Mais dans ce cadre-là, nous, on est obligé de descendre quand même à une maille assez fine. Donc on descend au code produit et à la journée. Donc être macro, c'est vrai que c'est intéressant pour se projeter, travailler dans les grandes masses. Mais assez vite... Là, dans notre secteur d'activité, on est obligé de descendre au code article, voire même à l'entrepôt de livraison. D'accord. Chez PepsiCo, c'est des points que vous abordez aussi, l'agrégation, la désagrégation? Je pense qu'il faut travailler sur les deux niveaux, la maille fine pour être bien dans l'exécution, et puis le temps long et l'élément macro, notamment quand on a besoin de piloter des capacités industrielles partagées entre filiales. Quand on a besoin aussi de donner des nouveaux signaux en fait moyen terme pour en fait être capable de changer aussi de technologie, capable aussi d'investir dans un certain nombre de décisions. Je pense qu'on le verra qu'aussi dans le processus SNOP, on a besoin de cet élément agrégé sur des familles bien précises pour aussi être capable de faire des investissements, de les anticiper, les prévoir et être capable finalement aussi de répondre aux enjeux du marché. Alors il y a quelque chose qui est toujours difficile à prévoir, c'est les promotions et les lancements. C'est comment vous faites dans l'agroalimentaire, par exemple chez Sodebo, c'est des choses que vous arrivez à gérer, les lancements de produits et les promotions avec votre processus prévision? Oui, on arrive à les gérer puisqu'en fait, un lancement de produit, finalement, il y a des équipes marketing, commerciales qui ont travaillé sur le sujet, qui ont estimé un potentiel, qui ont estimé quelles seront les ventes par semaine. Donc nous, on va se baser sur ces chiffres pour pouvoir estimer les volumes au démarrage. Et la valeur ajoutée finalement du service prévision, c'est de savoir comment chaque client va lancer le produit. Puisqu'on va avoir des enseignes où le potentiel va être atteint lentement, par exemple sur 3 ou 4 mois, et d'autres enseignes qui sont beaucoup plus rapides dans la mise en place des produits en rayon, et là on va avoir les volumes de vente tout de suite. Donc les lancements, on arrive à les travailler. Mais c'est vrai que si au niveau marketing, le potentiel a été mal estimé à la base, là forcément il y aura un écart. Par contre, dès que le produit commence à avoir ses ventes, les prévisionnistes font le travail de regarder ce qui se passe, de vérifier qu'on est dans la prévision, et si on ne l'est pas, on va aller retourner voir le commerce, le marketing, pour justement alimenter les informations et acter une hausse ou une baisse de prévision sur cette innovation. Et concernant les promotions, c'est vrai que nous, on utilise énormément les historiques, en fait. Il y a beaucoup de promotions en grande distribution sur les produits traiteurs, donc on a beaucoup d'historiques de vente. Il faut savoir aussi que les enseignes, dans le cadre des promotions, nous donnent de l'information. Donc là, c'est plus aisé, en fait, de bien prévoir à la journée. Néanmoins, c'est vrai qu'on a cette logique de beaucoup travailler nos historiques promos pour avoir un bon chiffre à la journée. Donc collaboration avec le marketing et le commerce. Chez PepsiCo, vous avez aussi cette collaboration? Alors, on a une actualité de lancement. Peut-être que vous n'avez pas encore eu l'occasion de tester les desserts fruités sous marque Tropicana, mais typiquement c'est le lancement de l'année où on investit beaucoup. On sait pas trop où on va. On croit dans la performance du produit.
mais on n'a jamais fait de dessert. On a fait du jus de fruits, peut-être que vous connaissez, mais le dessert on n'a jamais fait. Donc c'est prendre du risque, c'est forcément travailler sur des hypothèses et surtout les revoir finalement. Je pense que l'essentiel c'est d'être clair sur les hypothèses et puis après de les revoir si elles ne sont pas là. Donc on prend des risques. Un autre exemple aussi qu'on a eu chez PepsiCo il y a 2-3 ans, on a lancé un 7-Up Mojito. Mojito c'était la tendance, c'était les cocktails, on l'a lancé il y a 3 ans. On pensait pas que ça allait faire énormément de volume et en 3 ans on a fait 20 millions de litres. Donc c'est vrai que bon, on essaye de faire le mieux possible, mais après, je pense qu'on y reviendra. Il faut aussi avoir l'agilité derrière pour faire face aux déboires, malheureusement, parce que dans les innos, et on sait que le marché agroalimentaire, notamment, c'est un marché d'innovation, il y a des échecs, mais aussi il y a des belles surprises. Il faut aussi avoir l'agilité derrière pour répondre finalement aux consommateurs et aux clients qui veulent le produit. Alors, une question qu'on se pose aussi souvent au niveau des prévisions, c'est pour les produits plus erratiques. Est-ce qu'on a des solutions pour arriver à prévoir ces produits dont les ventes sont beaucoup plus difficiles à envisager? Laurent? Alors ça, c'est une question pour moi. Oui, comme je le disais, chaque produit chez Renault Trucks est un produit spécifique. Donc, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on ne va pas faire de prévision au modèle, c'est-à-dire avec toutes les personnalisations, mais on les intègre dans le processus de fabrication avec un processus très agile côté industriel. Par contre, dans un autre domaine qui est celui de la pièce de rechange, là on fait des prévisions de stock, puisqu'il faut avoir des pièces de rechange stockées chez les concessionnaires pour pouvoir répondre aux besoins des clients. Et dans ces cas-là, dans le cas de produits erratiques, on vient centraliser les stocks pour pouvoir faire bénéficier ces stocks à l'ensemble des concessionnaires, l'ensemble des clients partout dans le monde. Patrick, peut-être aussi, chez Comap, vous avez certainement beaucoup de produits erratiques. Alors oui, parce que dans le bâtiment, on a bien sûr toutes les mises en chantier, le neuf, et par définition, le neuf est très difficile à prévoir. Donc on a par exemple des produits qu'on va vendre avec un pic monstrueux sur une année, et puis après, pendant 5 ans, il ne se passe rien. Donc pour ces produits, on l'appelle pool chez nous, un produit chantier, très erratique. C'est évident que l'approche prévision n'est pas forcément, en tout cas classique. Prévision classique n'est pas la plus pertinente. On va utiliser la matière prévision davantage pour dimensionner des stocks d'une manière très particulière, en évitant les phénomènes où on écrète, par exemple, pour le dimensionnement des calculs de stock de sécurité. Pour pouvoir dimensionner les stocks en conséquence, on va aussi revisiter nos processus, notamment en s'astreignant tous les 3 mois à un travail de fond sur revisiter les modes de gestion article. Pourquoi tous les 3 mois? Parce que notre processus aujourd'hui nous permet de revisiter tous les ans, mais sur des produits erratiques, attendre 1 an, c'est tout juste pas possible. Il se passe des phénomènes qu'il faut anticiper. Donc on va être dans cette approche en termes de segmentation. On a essayé d'aller plus loin avec le CRM, avec les commerciaux qui enregistrent des devis sur des projets avec des taux de réussite, enfin des taux de probabilité de réussite. On n'a pas réussi pour l'instant à traduire ça en termes de pertinence sur la prévision. Donc on continue à jouer plutôt le stock sur ces produits erratiques. D'accord. Donc là, on a vu la capacité à faire des prévisions, même dans un monde incertain, tant sur les produits qui sont les runners, qui se vendent bien, que sur les produits erratiques, et également sur les lancements et sur les promotions. Alors maintenant, on peut aborder quels sont les bénéfices. C'est bien de faire des prévisions, mais à quoi ça sert d'avoir un processus prévision, un processus Sales and Operation Planning? Qui veut se lancer? Bertrand, peut-être? Oui. C'est vrai que le process SNOP est quand même un process qui permet de donner de la profondeur au business. Parce que souvent, on dit que le passé est garant de l'avenir, et c'est vrai que je pense que cet adage, il ne s'applique pas du tout, notamment dans l'environnement dans lequel on vit aujourd'hui, un environnement incertain où il y a de la concurrence, mais il y a aussi des phénomènes météorologiques, des phénomènes saisonniers, ce qui fait qu'on a quand même besoin de prévoir. Et c'est vrai que ça passe effectivement par la mise en place de ce process. En français, on parle de PIC PDP. Plan industriel, commercial et plan de production. Exactement. Et c'est vrai que moi, je pense que les bénéfices en fait apportés par ce process, ça permet effectivement d'être dans l'anticipation. Et donc, ça a un impact bien évidemment sur le taux de service. Il faut savoir que chez nous, chez Agro Mousquetaire, le taux de service, c'est l'indicateur phare de la maison.
Donc c'est vrai que pour un adhérent, c'est extrêmement important d'avoir ses produits sur son quai pour qu'il puisse les mettre dans les rayons. Et puis c'est aussi ça a un impact bien évidemment si on a un taux de service, c'est qu'on peut prévoir, on peut servir le bon produit au bon moment. Donc ça a un impact bien évidemment sur les stocks. Ça permet aussi de mieux lisser notre charge, de réduire les délais de livraison. Enfin bref, je pense des choses quand même extrêmement positives. Super. Elisabeth, peut-être? Oui, l'autre intérêt, je pense, c'est finalement de faire discuter entre commerce, production, supply, de les faire échanger, se challenger, et puis aussi que chaque métier finalement comprenne les contraintes de l'autre. Donc ça, c'est l'intérêt que nous, on voit aussi à ce débat. Mais toujours dans le but, effectivement, d'avoir le meilleur taux de service pour nos clients. Ouais, j'ajoute un élément sur l'environnement, notamment logistique d'exécution. Je sais pas si on a une dizaine de centres d'expédition et donc finalement une capacité, à monitorer, à prévoir en fait la charge, accompagner en fait l'exécution sur les derniers mètres de la chaîne logistique. C'est aussi des éléments qu'on va capter en fait comme un livrable du SNOP. Bien sûr l'environnement industriel, mais l'environnement logistique aussi est un élément sur lequel aussi on travaille beaucoup, puisque ça mobilise beaucoup d'hommes sur le terrain. Beaucoup de moyens, et donc là-dessus, on sait aussi qu'on a des marges de progression à faire en termes d'optimisation des coûts. Super. Laurent, les avantages du bénéfice plan industriel et commercial? Alors bon, mes collègues ont souligné qu'il y avait un intérêt client essentiel, hein, donc je m'inscris complètement dans ce domaine. Intérêt financier également, hein, sur tout ce qui est anticipation, planification et puis anticipation des ressources, donc réduire les coûts. Mais c'est également, je pense, un énorme avantage au niveau d'une entreprise pour apaiser le dialogue au sein de l'entreprise, éviter les surprises et retrouver une grande fluidité, on va dire, dans les relations dans l'entreprise. Patrick, un mot sur le bénéfice du processus plan industriel et commercial? Ouais, je crois qu'on a un petit peu tout dit. On a parlé du service et bien sûr l'importance pour nos clients. Dans le cas de Comap, on a amélioré de 15 points notre taux de service. Il faut savoir qu'un processus SNOP, c'est quand même long. Il a fallu plus de 2 ans de travail chez nous pour y arriver. Et on a baissé les stocks d'une manière importante, puisqu'on a réduit de 22 jours équivalent chiffre d'affaires nos stocks, tout en améliorant, comme je le citais, de 15 points de service. Ce que je pourrais juste rajouter, c'est que quand on dit SNOP, c'est mettre des processus collaboratifs dans l'entreprise, avec le marketing, avec le commerce, avec l'industrie. Avoir aussi une strate au niveau du comité de direction, qui est essentielle pour les prises de décision. Et quand vous faites ça, vous avez un squelette sur lequel vous pouvez vous appuyer pour faire du qualitatif. Si je prends l'exemple des stocks, à partir du moment où on avait un processus, ou des processus, avec des piliers, j'allais dire le chapeau SNOP, on a pu travailler l'obsolescence beaucoup plus facilement, parce qu'on avait des ponts relationnels avec le marketing, avec le commerce, avec nos usines, et que par voie de conséquence, on a pu vraiment travailler, par exemple, les fins de vie d'une manière beaucoup plus efficace que ce qu'on faisait auparavant. Très bien, donc là on a vu l'intérêt des processus prévision et plan industriel commercial. Donc ça va être intéressant de voir maintenant comment on met en place ces processus prévision, SNOP, Sales Operation Planning, et quels sont les grands principes, les grandes étapes du processus. Bertrand, peut-être? Oui, alors je vais essayer de tenter de dire ça en quelques mots. C'est vrai que pour moi, en fait, le SNOP, c'est un peu du talon-pointe. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on avance, on recule. Ça veut dire qu'il y a un moment, faut savoir être dans l'anticipation, mais aussi être suffisamment réactif pour pouvoir répondre aux besoins immédiats. Mais cela dit, je pense que c'est un véritable exercice d'équilibrage et on est en amélioration continue. Hein. Et l'idée, c'est bien évidemment de trouver la bonne balance entre les opérations commerciales et les opérations industrielles. L'idée, c'est de bien comprendre effectivement les besoins du client. Alors ça passe par effectivement un certain nombre d'étapes qui est d'abord, et c'est ce que disait Elisabeth tout à l'heure, c'est effectivement un moment, c'est de réunir aussi des gens autour d'une table pour échanger sur les prévisions. Et donc c'est toute la partie marketing, la partie sales review qui permet effectivement d'échanger la vision en fait du marché avec les commerciaux et puis bien évidemment la supply chain.
chain pour ensuite transformer effectivement cette vision je dirais en prévision d'appro et voir comment les contraintes industrielles, ou plutôt l'industrie peut effectivement honorer le marché. Et donc ça, je dirais que c'est la troisième étape. Et c'est vrai qu'à un moment, les choses ne se font pas aussi simplement, malheureusement. Et donc on a besoin de se réconcilier. Alors moi j'ai tendance à dire qu'il y a cette étape de réconciliation en fait entre la partie industrielle et la partie business. Et puis, in fine, c'est effectivement à l'exécutif, donc au DG, dans la direction générale, de prendre les bonnes décisions quand il s'agit d'arbitrer. Donc en fait, je dirais un processus qui connaît effectivement des étapes itératives. On est sur un système itératif. Il faut savoir que ça ne s'arrête jamais, et c'est ça qui est bien, et on est véritablement en amélioration continue. Oui, un système itératif, c'est important de le rappeler, un système itératif qui est sur un processus mensuel, avec des étapes qui reviennent tous les mois et qui rythment la vie de l'entreprise. Laurent, peut-être quelques mots sur le processus SNOP ? Alors le processus SNOP, Renault Trucks fait partie du groupe Volvo, comme je vous l'indiquais. On a une grosse dizaine de marques, on a 11 marques dans le groupe Volvo, donc Renault Trucks, Volvo Trucks, Mack Trucks, alors je ne vais pas toutes les citer, mais j'en cite quelques-unes. Et on a un processus mensuel également, dans lequel on réalise une prévision sur 12 mois glissants chaque fois. Donc pour la partie Renault Trucks, en fait, on vient agréger l'ensemble des demandes, on vient challenger la demande au niveau commercial. Et une fois qu'on a défini la prévision que l'on souhaite pour les 12 mois à venir, je vais défendre cette prévision auprès des industriels, donc dans un meeting qui peut être assez musclé. Et la boucle suivante, donc au terme de ces étapes, on vient valider, donc on vient agréger l'ensemble des demandes au niveau du groupe Volvo pour l'ensemble des marques, confronter ça donc avec les industriels par rapport aux capacités, par rapport au lissage aussi qu'on souhaite réaliser auprès des usines. Et cette boucle-là est validée in fine par le PDG du groupe Volvo. Donc Martin Lundstedt valide cette prévision. On a un meeting dans lequel on participe et validé par le PDG lui-même. Donc c'est une belle preuve de l'intérêt qu'il y porte. Voilà, une vraie implication de la direction générale sur le processus SNOP. Je crois que c'est le cas aussi chez PepsiCo. Hein, vous avez aujourd'hui mis en place ce processus. Tout à fait. En fait, finalement, on a sur ces dernières années, PepsiCo a beaucoup grossi, croissance organique et aussi et acquisition, ce qui fait qu'on n'a pas eu le temps de se poser malheureusement sur l'implémentation du SNOP. Relativement peu, on était beaucoup dans déjà répondre en fait à cette croissance-là. Et donc, on a mis en place un processus qui est template chez PepsiCo Monde, qu'on a mis en place il y a encore quelques mois. Donc, c'est tout frais. Ce que je retiens aujourd'hui, c'est qu'on a combiné deux projets en fait en un seul dans ces 6 derniers mois. Un projet de gouvernance et un projet SNOP. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que la vision du SNOP souvent est perçue comme un processus supply chain ou un processus qui doit piloter des volumes et y répondre. La conviction chez PepsiCo et notamment aussi de notre DG, c'était que ça devenait le processus de décision de l'entreprise. Et en fait, on a basculé aussi avec ce projet de gouvernance pour faire en sorte que le SNOP remplace certaines instances qu'on avait par le passé pour complètement basculer sur un process SNOP qui est l'épine dorsale du processus de décision chez PepsiCo. Donc le fait de valider bien sûr la prévision, mais aussi le fait de valider que cette prévision est en ligne avec nos objectifs ou pas. Et finalement que nous avons des décisions à prendre pour finalement combler le gap, comme on dit en anglais close the gap, pour voir en fait comment on est capable d'atteindre en fait les objectifs qu'on nous a fixés. Et c'est vrai que ça c'était un élément extrêmement important sur lequel le sponsorship du DG a permis d'installer le processus SNOP comme le processus de decision making chez Pepsi. Ok, donc le processus SNOP avec ses différentes étapes, et là une des étapes essentielles en effet, c'est ce qu'on appelle la demand review, l'étape de réunion des prévisions, de processus de prévision. Et donc c'est intéressant de creuser comment ça se passe un processus de prévision, peut-être chez Sodebo, est-ce que vous avez une vraie expertise dans ce domaine-là, nous expliquer comment vous faites les prévisions, l'équipe que vous avez par exemple? Donc en fait, à Sodebo, on travaille, on est une équipe de 6 prévisionnistes. Chacun est expert sur les prévisions de certaines gammes de produits en fait. Hein. Ils se montent en connaissance, par exemple,
j'ai 2 prévisionnistes qui s'occupent des pizzas, 2 sur les sandwichs, et 2 qui s'occupent des box et des salades, et de l'asiatique. On fait aussi un petit peu de spécialité exotique. Donc là, ils vont être vraiment l'interlocuteur de la production, de la planification, et ils vont bien comprendre les contraintes de la production. Et les mêmes personnes se montent aussi en expertise sur les enseignes, parce qu'ils vont être référents pour certaines enseignes. Ils vont bien connaître les promotions, savoir utiliser les informations que nous donnent les enseignes. Et puis, ils vont être aussi à même d'aller interroger le service commercial qui est référent pour un pool d'enseignes. Donc, on utilise forcément des historiques de vente à la semaine, au code produit. Et puis, ces historiques de vente qui descendent jusqu'à l'entrepôt vont nous permettre d'agréger la prévision à la semaine, à la gamme produit par enseigne. Et puis, on va tirer des prévisions statistiques. Et puis, sur ces prévisions statistiques, on va rajouter les événements à venir, donc la promotion, les modifications de volume dans les enseignes. Régulièrement, on perd ou on gagne des magasins sur nos produits, donc il faut impacter des volumes. Voilà, toutes ces informations-là, notre logiciel nous permet d'aller les mettre très finement pour pouvoir les utiliser après côté planification. Voilà, on peut rajouter que 6 prévisionnistes pour à peu près 500 références, c'est ça? Oui, 500 codes articles. Et donc, puis on estime à peu près et on suit 2000 promos par an. Voilà. Donc ça veut dire un prévisionniste pour 80 références. Et oui, qu'on multiplie par un nombre d'enseignes, que ce soit de la grande distribution ou de la restauration hors domicile. Donc ça fait un suivi qui reste assez conséquent, mais ça se fait bien quand même. Donc c'est intéressant de noter l'investissement que vous avez fait sur les prévisions, parce que vous êtes une PMI, 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais un gros investissement sur les prévisions dans un secteur qui nécessite un niveau de prévision élevé, puisque vous êtes dans le frais, avec des produits sandwich, salades, avec des dates limites de consommation très courtes. Oui. Et donc vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir du stock, parce que le stock, ça signifie des pertes. Et donc un gros investissement sur les prévisions pour avoir des taux de fiabilité de prévision très fortes et des niveaux de stock très faibles et une excellente service en termes de supply chain. Oui, c'est vrai que les fabrications, enfin les sites de production sont plutôt satisfaits, mais on reste toujours dans l'amélioration continue et surtout à bien analyser nos écarts de prévision pour pouvoir tout de suite déceler des dérives, des pertes ou des gains de volume pour pouvoir ajuster nos prévisions pour que la fabrication fabrique ce qui est nécessaire afin de ne pas annuler, puisque ça impacte tout de suite le taux de service, ou de ne pas perdre de produits, puisque c'est vrai que nos produits, on peut les garder uniquement entre 2 et 4 jours en stock chez nous. Après, il faut qu'ils partent en magasin pour avoir la plus grande durée de vie pour après les consommateurs. Alors peut-être un autre exemple avec Patrick dans un autre domaine. Oui, dans le bâtiment. Alors, on n'a pas, comme Elisabeth, la contrainte, j'allais dire, de date de péremption. Donc moi, j'ai 22 000 références actives et j'ai que 2 prévisionnistes. Mais c'est déjà pas mal, finalement, 2 prévisionnistes. Deux choses. La prévision chez nous, elle est à la fois centrale avec ces 2 prévisionnistes, mais dans un processus qui est aussi, j'allais dire, un petit peu délocalisé avec nos filiales. Je m'explique en 2 mots. On donne la main une fois par mois, Pierre rappelait la fréquence mensuelle, à chaque directeur de filiale. On en a une quinzaine pour valider avec des applications web la prévision dans leur propre business. Cette prévision validée par le commerce est récupérée par mes services en centrale et va être analysée dans une business review avec le commerce pour un premier challenge. Parallèlement, on va voir un deuxième pilier du SNOP qui est la réunion marketing, où là, le chef de produit va regarder la prévision qui a été challengée par les équipes prévisionnistes pour à nouveau apporter son input et dire là, je pense que sur la promo, ils se trompent, ils vont faire davantage, ou là, ils n'ont pas pris en compte tel impact réglementaire et il faut remonter la prévision. Et à l'issue de ça, on entérine donc la prévision dans la strat SNOP revue avec le comité de direction. Et un dernier mot sur un prévisionniste, c'est quoi chez Comap ? C'est forcément
Elisabeth en parlait, c'est quand même de la technique. C'est revisiter les historiques de prévision, il faut un savoir-faire, savoir paramétrer un logiciel de prévision, c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est forcément un technicien ou une technicienne. C'est aussi quelqu'un qui a des aptitudes relationnelles importantes, parce que quand vous travaillez avec le commerce, il faut savoir discuter avec le commerce, parler la même langue, ils parlent en chiffre d'affaires, ou en part de marché quand c'est un chef de produit. Donc il ne faut pas parler en nombre de pièces, ça n'a pas de sens pour eux. Donc ça a une qualité relationnelle, c'est une deuxième dimension, un sens critique très important, c'est-à-dire la capacité à avoir un retour analytique sur les chiffres et dire mais là c'est pas cohérent, là c'est cohérent. Et enfin un dernier point, c'est quelqu'un qui connaît aussi un peu les processus de fabrication. Juste une anecdote, je termine, je suis des fois un peu long, je suis désolé. Il y a très longtemps, je travaillais chez Decathlon dans la production des vélos. On s'est fait avoir il y a 20 ans parce qu'il y avait une grève en 95, pic de demande exceptionnelle. On vend en un mois de décembre, on vend 4 mois de vélos. Les prévisionnistes, derrière, bien sûr, vont retravailler les historiques de vente, mais ils vont tarder à le faire. Pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissent pas la profondeur de process d'un vélo. Ils oublient que c'est très long. Et tardant à revisiter l'historique de vente, ils mettent dedans la production. Parce que la production, derrière, va travailler avec des historiques qui vont faire des appels de pièces monstrueuses qui sont complètement anormales parce qu'on n'a pas revu les historiques de vente. Donc, un prévisionniste, et j'en termine, a une nécessité aussi de connaître le processus de fabrication. D'accord. Donc il y a une vraie connaissance à la fois du commerce et des processus de fabrication. Et finalement, alors le chiffre, la prévision, qui c'est qui valide le chiffre ? On voit bien qu'il y a des discussions entre la supply chain, le commerce, le marketing, mais à la fin, il faut comme un chiffre. Qu'est-ce qui valide le chiffre, Bertrand ? Ouais. Moi, je pense que d'abord, c'est au commerce d'enrichir la prévision, hein, parce que souvent on dit le SNEP, c'est l'affaire de la logistique, et en fait, c'est tout le gros avantage en fait du SNEP, c'est que ça permet de bien responsabiliser les tâches, et que chaque acteur est responsable en fait de son domaine. Faut savoir qu'effectivement, on est à la fois client et fournisseur de quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise, et pour moi, effectivement, c'est au commerce de valider lors de la demand review le chiffre pour qu'il y ait un moment, on puisse appuyer sur le bouton et on puisse fabriquer derrière. Ah, ça, c'est un point très important dans les processus prévision et SNEP, c'est que le chiffre validé en finale de prévision est validé par le commerce. C'est une discussion entre la supply chain, le commerce, mais à la fin, ceux qui s'engagent, c'est le commerce, puisque c'est eux qui sont responsables des chiffres. Donc ça, c'est intéressant, parce que nous, quand on met en place des processus chez Léon, des processus de prévision, il y a souvent une réticence du commerce à la fin à vouloir valider le chiffre. Donc il y a un travail d'accompagnement du changement pour leur dire bah oui, si c'est comme à vous de vous engager sur les chiffres, quoi. Alors l'autre point qu'on voit aussi là, dans les sociétés, c'est la difficulté entre les types de sociétés, les types d'activités à harmoniser les processus de prévision. C'est un point que vous avez rencontré chez PepsiCo. Vous avez plusieurs catégories et il a fallu harmoniser entre elles les différents processus. Exactement, et c'est vrai qu'on est l'histoire de PepsiCo sur ces 15 dernières années, c'est comme je l'ai dit, de la croissance, aussi des acquisitions, des logiciels différents, des processus différents, des façons de travailler différentes. Quelques points communs avec Sodebo, parce qu'on a un univers du frais, mais aussi on a un univers du sec. Donc beaucoup de choses à travailler. Je pense que sur ces 2-3 dernières années, on s'est attelé à ce que le métier de prévisionniste, qu'il travaille sur du Tropicana frais, sur des céréales, sur des biscuits apéritifs, sur des boissons gazeuses, soit le même outil, la même façon de travailler, la même façon d'interagir avec le business. Et je pense aussi c'est la dimension très forte chez PepsiCo de se dire on est on est une seule business unit avec plein de catégories. Pour autant, on veut piloter le business de la même manière. Et c'était aussi une exigence qu'avait placée notre DG dans cette ambition-là. Je veux une façon de travailler qui soit complètement uniforme, et notamment parce qu'aussi on crée des passerelles pour les personnes, de passer d'une catégorie à une autre. Donc on veut qu'aussi la personne qui passe de Tropicana à Lipton puisse travailler de la même manière et retrouver aussi une efficacité quand elle rentre dans son job la plus forte possible au démarrage. D'accord, une harmonisation donc, qui permet aussi de faire passer les compétences, d'avoir des backups, parce qu'on peut avoir plusieurs prévisionnistes qui peuvent se backuper entre eux si nécessaire.
Alors chez Agro Mousquetaire, vous avez 64 usines, c'est des choses que vous essayez d'harmoniser aussi Voilà, ça, pour nous c'est un gros challenge parce qu'effectivement, imaginez un archipel de 64 usines. L'idée c'est bien évidemment de mettre des ponts, de faire en sorte que les UP, parce que chez nous ce qu'on appelle les UP, les unités de production, travaillent entre elles et se connaissent. Mais c'est vrai que là aujourd'hui on est en plein plan de transformation. L'idée c'est de travailler par filière. Et c'est vrai que toute la complexité en fait chez nous, c'est qu'on est sur trois types de produits, à la fois sur le sec, le frais, le gel. Donc effectivement, on travaille sur des horizons différents, puisque c'est vrai que sur le sec, on est en flux stocké, comme le gel d'ailleurs. Donc on est sur de la maille mensuelle. Quant au frais, on est sur commande à la photo. Ça veut dire qu'on reçoit les commandes à 9h le matin pour des premières expéditions à midi. Donc ça veut dire qu'on est sur des mailles journalières. Et donc l'idée, c'est de mettre en place, bien évidemment, un processus qui soit commun, tout en respectant effectivement les spécificités de chaque catégorie de produits. Et alors c'est toute la grande difficulté, mais voilà, on y travaille et ça fait partie de notre challenge à horizon 2020. Et je pense qu'on est bien parti. D'accord, donc une harmonisation des process, quelles que soient les catégories de produits et quels que soient les horizons de temps. Exactement. Et alors en termes d'organisation, alors qu'est-ce qu'il faut mettre en place du centralisé, du décentralisé? Ça se passe comment chez Comap au niveau organisation? Alors après, je pense qu'il n'y a pas de dogme là-dessus. C'est très sans doute lié au processus et au secteur d'activité. J'en touchais 2 mots tout à l'heure. Nous, on est davantage central. C'est notre secteur qui le permet. Et on mutualise les moyens avec, je parlais tout à l'heure de l'importance d'avoir de l'expertise sur le métier de prévision. Donc il ne s'agit pas de donner la main aux filiales pour leur dire vous êtes des prévisionnistes. Et cette compétence, on la garde en interne. Donc il y a un travail de collaboration entre les filiales et l'équipe centrale. Ce qui est intéressant dans le processus chez Comap, c'est qu'il y a un gros travail de préparation des prévisions par l'équipe centrale qui propose donc des prévisions aux filiales et les filiales peuvent en effet amender plus ou moins ces prévisions. C'est ça la logique. Alors, tout à fait. C'est-à-dire qu'on mâche le travail à la filiale, mais par contre, comme on l'a dit tous, c'est quand même le commerce qui valide. Et on a d'ailleurs des moyens visuels pour savoir si le commerce a touché ou pas sa prévision. Et aujourd'hui, j'ai systématiquement le commerce qui revisite la prévision. Le vrai succès, mais on l'a dit tout à l'heure avec Bertrand et Étienne, c'est que quand le processus SNOP est le processus porté par l'entreprise, ce n'est pas un processus de supply chain. Ce qui veut dire que quand la prévision n'est pas la prévision supply chain, mais la prévision de la finance, la prévision du commerce, là on a gagné. Absolument. D'autres témoignages? Oui. Je pense que sur la partie organisationnelle, c'est des débats qu'on a, je pense, très fréquemment. Nous, PepsiCo, on vient d'un historique où on est le 2e groupe agroalimentaire mondial, mais paradoxalement, on est resté une business unit France très, très locale, très indépendante. Les choses sont en train de changer aujourd'hui, clairement. Je pense aussi pour le meilleur. On avait, je pense, tendance à refaire dans chaque BU certainement les mêmes choses, avoir des processus différents, des fois des outils différents. Donc on s'est engagé dans un processus d'harmoniser déjà l'outil au niveau Europe, d'harmoniser aussi des processus. Je pense que la décision, après, elle est de où est-ce qu'on positionne le processus de prévision, notamment de la prévision de fonds de rayon, on va dire produits permanents, standards, et de la prévision très drivée par le business local, sur de la promotion, sur l'activation. Bon, j'ai quelques expériences d'entreprises qui ont décidé de migrer beaucoup de choses en centrale et qui s'y sont perdues. Donc je pense que c'est le point de challenge, c'est d'arriver à trouver le bon curseur. Nous, on est en train, en tout cas, de repositionner le curseur un peu plus en centrale, notamment sur de la méthodo, sur du process, avec un centre d'excellence qui va se monter au niveau Europe pour travailler plutôt l'outil, le processus, les méthodes. Peut-être quelques éléments de statistiques permanents, mais on va rester, je pense, beaucoup dans une croyance sur l'activation locale, l'interface avec le marketing et les sales, qui pour le coup, entre le consommateur polonais ou français, les éléments ne sont pas les mêmes, la façon de piloter le business et les sales aussi est différente. Donc je pense que là, il faut rester dans une maille assez locale. Ok. Chez Renault Trucks, c'est aussi votre philosophie, pas mal de prévisions au niveau local? Absolument. Comme tu le précisais, je pense qu'il est essentiel que le process soit structuré et piloté. Ça, c'est une responsabilité qui ne peut qu'être que centrale, au moins c'est la conviction que l'on a au sein du groupe Volvo. Ensuite, pour la façon dont on réalise des prévisions chez Renault Trucks, on fait du business dans 60-65 pays différents, donc la responsabilité est donnée à chacun des pays, chacune des markets
comme on dit dans notre vocabulaire, de définir une prévision, parce que ce sont ces personnes-là qui connaissent le mieux leur marché, leurs clients, et qui sont à même de pouvoir établir une prévision sur une année glissante. Et ensuite, on vient agréger l'ensemble de ces prévisions, on vient challenger les markets, à certains moments parce qu'on les trouve un peu trop prudents, à certains moments parce qu'on trouve qu'ils sont un peu trop ambitieux. Et on vient donc, en ayant agrégé cette prévision, confirmer une valeur que l'on remonte au niveau du groupe Volvo sur l'engagement commercial que l'on a. Chez nous, le process SNOP, c'est vraiment un process qui est transversal, hein, qui implique beaucoup d'acteurs, mais qui est de responsabilité, ce que tu évoquais tout à l'heure, Pierre, qui est de responsabilité commerciale sur l'engagement par rapport aux chiffres que l'on donne. Merci. Chez les mousquetaires, là, on a... Oui, alors chez les mousquetaires, comme je le disais, effectivement, on est en pleine mutation, et l'idée, c'est pas de centraliser à 100%, bien évidemment, mais c'est de réunir effectivement ces 64 UP. Elles sont réunies, elles se structurent autour de filières opérationnelles. Donc aujourd'hui, on a 11 filières opérationnelles. Et l'idée, c'est bien évidemment de faire de la prévision au niveau de la filière, hein, en surfant, je dirais, sur les bonnes pratiques de chacune des unités de production. Et puis, on regarde même au niveau du plan directeur de production, c'est de se dire sur des filières qui ont des activités homogènes, comme chez nous, on a une filière qui concerne les eaux, par exemple, ou la filière boule-pâte, puisqu'on a des moulins, on fabrique du pain, des baguettes. Et donc là, l'idée, c'est de remonter même le plan directeur de production au niveau de la filière pour ensuite arbitrer en fonction des capacités des usines à pouvoir fabriquer dans les meilleures conditions. Donc voilà un petit peu vers quoi on s'organise en ce qui concerne notre pôle industriel. D'accord, donc on a vu des organisations qui peuvent être différentes, centralisées, décentralisées, des organisations, oui, variées. En termes de, quels sont les points clés du processus prévision SNOP? Alors, quels sont les points qu'il ne faut pas oublier, qui permettent de réussir un processus? On l'a abordé tout à l'heure un petit peu avec le sponsoring de la direction générale. Est-ce que c'est un point qu'on retrouve chez Sodebo, par exemple, ou sur d'autres? Non, ça ne va pas jusqu'à la direction générale. Il y a effectivement un suivi des prévisions qui est figé tous les mois et qui remonte jusqu'au CODIR. Mais sur l'alimentation des prévisions sur les 12 mois glissants, on est plutôt autonome. Nous, les points clés, ça va être surtout, oui, voilà, la fréquence, bien maintenir la fréquence des échanges dans ce qui est prévu. En ce qui nous concerne, nous, on va rencontrer la production toutes les 2 semaines pour revoir avec eux ce qui s'est passé sur les 2 dernières semaines en termes d'écart de prévision, impact sur la production, et puis évoquer ce qu'on a injecté ou ce qu'on a modifié dans la prévision. Et puis avec le commerce, on les rencontre tous les mois pour justement aussi leur proposer notre vision de leur enseigne, voir s'il y a des choses qui les choquent ou pas, et puis ensuite intervenir sur nos lignes de prévision si besoin. Et puis le marketing, on les rencontre une fois par trimestre à peu près pour parler du marché. Chez PepsiCo, là on a la partie... Moi je vais insister peut-être sur la gestion du changement. Dans tout projet, dans tout processus, quand on met quelque chose en place de nouveau, il faut s'assurer que le changement qu'on va faire vivre à l'entreprise elle est prête pour le réceptionner. Et je vais prendre l'exemple typiquement du processus SNOP qui a été mis en Pologne chez PepsiCo, qui a complètement bouleversé les habitudes, puisqu'ils n'avaient pas de prévisionniste. Ils n'avaient pas de prévisionniste. Ils n'avaient que des commerciaux qui faisaient leurs prévisions, fonds rayon, promo. Et là, il a fallu complètement basculer l'architecture. Donc, il y a aujourd'hui, PepsiCo Pologne, maintenant, a des prévisionnistes qui sont issus du commerce. Donc il y a eu tout un travail en amont pour identifier finalement quel est le changement que l'on va faire vivre, pourquoi il faut faire ça, pourquoi c'est indispensable. Bon, ça a pris du temps, c'est clair de faire ça, ils ne sont pas encore au bout de l'histoire, mais c'est vrai que ce type de processus, c'est pas anodin, on parlait de processus d'entreprise, pas de processus supply chain, donc je pense que cette gestion du changement, elle est clé dans cette capacité à mettre en œuvre quelque chose qui au bout du bout va marcher. Gestion du changement et peut-être aussi sponsoring au plus haut niveau dans la société. Je crois que c'est un point qui est important chez vous. Vous avez un
sponsoring de la direction générale? Oui, je pense que Bruno, notre DG, a rapidement compris que ce processus-là allait devenir stratégique pour lui et même en fait finalement l'aider dans sa capacité à prendre des décisions, à voir. Il se plaignait trop souvent d'avoir le chiffre de la finance, le chiffre de la logistique et le chiffre des commerciaux. Et donc il en avait marre d'avoir 3 chiffres. Le one set of data dans le processus NOP, c'est l'objectif ultime. Ça paraît simple à dire comme ça. Nous, on vient de 18 mois de projet. Le One Set of Data, on commence à y toucher. Il n'est pas encore complètement tout le temps matérialisé. Il y a le set of data qu'on sort du meeting, et puis après, il y aura toujours le commercial qui dit oui, mais finalement, je pense que on s'est peut-être un peu trompé, donc il va donner déjà un feedback différent à son patron. Donc je pense que ça, c'est un petit peu les risques, les dérives qu'il faut qu'on évite de faire. Mais je pense d'avoir une équipe de management très très engagée sur ce processus-là et sponsor de ce processus, c'est clé. C'est clé. Sponsoring, d'autres réactions par rapport à ça, Patrick, oui, chez Comap? Oui, alors clairement, le sponsoring est essentiel. Ce qui est particulier chez Comap, c'est qu'on a mis le SNOP et on n'avait pas de PDG. On était dans une période transitoire et pour autant, on a pris le bon prisme angle d'attaque. C'est que la première chose qu'on a faite avant de bâtir ce processus, c'est poser la question au comité de direction des attentes. Et là, on revient sur ce que disait Étienne à l'instant, c'est-à-dire, bon, il y en a marre, Patrick, on a une prévision supply chain, une prévision finance, le commerce de son côté fait autre chose, harmonisons. 2, il faut parler la langue du COMEX. Nous, on connaît chiffre d'affaires, profit, EBITDA, stock, BFR, agglomère l'information et restitue-nous-la dans la langue du comité de direction. Voilà. Et en faisant ça, le nouveau PDG arrivant, lui, s'est retrouvé tout à fait en zone confort, où il n'y avait plus qu'une seule prévision, on projetait le chiffre d'affaires et on était en mesure aussi de parler d'éléments d'importance de stock. En fait, l'engagement aussi de la direction générale, elle est cruciale parce que à notre niveau, sinon le processus ne marche pas, puisqu'il faut prendre des décisions dans un processus SNOP, soit sur la partie sales, mais aussi sur la partie industrielle. Bertrand gère 64 unités de production. Elles sont en attente. Qu'est-ce qu'on fait? Solution capacitaire, on n'investit pas. Il y a vraiment des prises de décision importantes. Et ça, quand on arrive à engager le comité de direction, on a réussi. Super. Oui, moi je rajouterais que c'est vrai que pour réussir un processus SNOP, il ne faut pas que ça soit une usine à gaz, il faut pas faire de la réunionnite. Tout à l'heure j'évoquais les différentes étapes du SNOP. Très clairement, les réunions les plus courtes sont les meilleures. Il faut que ça soit bien préparé, bien caréné. Je le disais, on est à la fois client et fournisseur de quelqu'un, donc chacun doit arriver avec ses inputs pour sortir avec des données. Et en gros, c'est ce qui ressort de la première réunion devient un entrant de la deuxième réunion. Et oui, on est vraiment sur un système itératif et ça permet en fait d'avancer comme ça. Et je pense que c'est ce qui... Parce qu'on a des grosses résistances au changement, tu l'évoquais Étienne, c'est vrai qu'il y a des grosses résistances au changement, donc ça veut dire qu'il ne faut pas non plus arriver avec des... On leur dit attention, on va remonter à quelque chose qui... Voilà, donc ça, il faut que ça reste effectivement très opérationnel, mais pour ça, il y a quand même, je dirais, il faut que ça soit bien formaté et bien structuré. Non. Si je peux rajouter un petit mot, effectivement, dans les points clés par rapport au process SNOP, l'expérience que l'on a, c'est qu'effectivement, il y a l'engagement de la direction, c'est un des points majeurs. Si la direction ne trouve pas un intérêt à ça, très vite le process risque de s'épuiser. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et je vous disais, dans le groupe Volvo, c'est un sujet qui remonte jusqu'au PDG. Il y passe quelques heures par mois, tous les mois, et de façon très assidue. Le deuxième point, c'est le process SNOP, c'est un process qui est transversal dans l'entreprise. Chez nous, on a décidé de confier cette responsabilité au commercial. Ceci dit, il implique beaucoup d'acteurs et il faut rendre le process transparent, c'est-à-dire développer un certain nombre, associer le maximum d'acteurs, mais également donner accès à l'information pour que les gens puissent contribuer positivement et pas en faire un domaine de spécialistes, de quelques spécialistes qui vont uniquement être jaloux et garder cette information. Et le troisième point que je voulais évoquer, c'est qu'il faut que le process, ce soit quelque chose d'extrêmement rigoureux, c'est ce que tu évoquais Bertrand,
avec des réunions courtes, des réunions structurées dans lesquelles on sait exactement ce que l'on va présenter. Et côté Volvo, on est en train de valider en ce moment le planning de l'ensemble des réunions pour l'année 2018. Donc je suis en train de me battre avec mes collègues suédois. Alors c'est une petite anecdote que je partage avec Pierre, parce que systématiquement, pour eux, le 15 août, c'est pas un jour férié. Donc pour moi, c'est un jour férié. Et c'est vrai que ça m'amuse pas beaucoup. Donc en 2018, ça sera un mercredi. Je vous donne la date déjà. Et on est en train d'essayer de faire changer la date pour 2018 pour qu'on n'ait pas une réunion majeure en plein milieu du 15 août. Voilà. Merci. Alors ces processus, après, on les met en place, mais comment on mesure l'impact des prévisions, des processus SNOP? Quels sont les indicateurs que vous utilisez? Peut-être Laurent, si tu continues. Allez, je vais garder le micro une petite seconde. On a quelques indicateurs principaux. Le premier, c'est la fiabilité de la prévision. On mesure, donc, je disais, une prévision sur 12 mois glissants. Donc on n'est pas dans le frais avec une maille de la journée, on est plutôt sur une prévision mensuelle. Donc, et on vient mesurer le réalisé par rapport à ce que l'on avait prévu 3 mois plus tôt. Et on essaye d'avoir la plus grande fiabilité. On est aujourd'hui sur un taux d'erreur qui est inférieur à 5%. On est plutôt sur du 3-4% d'erreur. On vient derrière un deuxième indicateur qui est essentiel parce que c'est l'indicateur du respect de l'engagement qu'on a pris vis-à-vis des clients. On prend un engagement en disant, on prend une commande, le camion sera livré tel jour, on vient vérifier qu'on a réellement livré le camion le jour qui était convenu. Donc ça, c'est l'engagement de livraison côté client. Et là, on est aux alentours des 95% de respect des engagements. Le troisième point qui est majeur pour l'entreprise, c'est le niveau de facturation. Là aussi, on fait une prévision, parce que c'est un des gros intérêts du process SNOP, c'est qu'il permet de donner une prévision sur le chiffre d'affaires, sur l'activité de facturation qu'on va avoir. Et c'est ce en quoi je disais tout à l'heure que ça permet vraiment d'apaiser les tensions au sein de l'entreprise, parce qu'on vient rassurer la direction générale, on vient annoncer des éléments. Et là aussi, on mesure donc le taux de fiabilité sur l'engagement qu'on a pris sur la facturation. Et puis le dernier indicateur que l'on a, c'est le niveau de stock. Et on essaye d'avoir effectivement un niveau de stock le plus bas possible. Super. Chez Sodebo, les indicateurs très prévision que vous utilisez? Donc on utilise aussi des indicateurs de fiabilité de prévision à une semaine. Il faudrait qu'on ait plus d'indicateurs avec des horizons différents, mais c'est vrai qu'après, il faut que aussi le système d'information le permette. Et on est autour de 92% de fiabilité au code article. Félicitations. Merci. Et puis au niveau des indicateurs, on va suivre également le taux de service. Donc ce qui rejoint ce que tu disais, c'est le fait de livrer le produit au niveau de ce qui a été commandé et pour le jour de réception prévu. Et également, donc nous on est impacté par la casse produit, donc c'est-à-dire les produits qui ne vont à un moment donné plus pouvoir partir. Par exemple, l'ensemble des commandes sont inférieures aux prévisions. Et là, on va avoir un stock qui va rester. Et donc, on suit cet indicateur de casse. Super. Étienne? Juste compléter sur ce dernier indicateur, hein, je pense que dans l'environnement du frais, c'est un élément très important que l'on suit, mais la partie casse, malheureusement, avec des produits de péremption et des coûts associés. Alors déjà, ça fait toujours du mal de dire que le produit, on ne l'a pas vendu à nos clients, on n'a pas fait la marge qu'on avait escomptée, donc on trouve d'autres filières pour finalement essayer de l'écouler, mais c'est pas simple. Et c'est un élément de coût aujourd'hui qui est peut-être pas forcément malheureusement le numéro 1. Souvent, on pense au service, souvent en fait, on pense au coût. Mais c'est vrai que cette partie casse, c'est un élément sur lequel nous, en tout cas, on sait qu'on a beaucoup d'améliorations à faire, notamment quand on prend beaucoup de risques sur l'innovation ou sur la partie promotion. On prend énormément de risques et forcément cette capacité à maîtriser ce risque, c'est un enjeu clé pour les prochaines années pour nous chez Pepsi. Un enjeu qu'on peut aussi rajouter dans le domaine des produits de grande consommation. Tu as parlé de l'obsolescence des produits. Il y a également aujourd'hui un enjeu de plus en plus important, c'est les pénalités que les distributeurs vous font payer si vous n'arrivez pas à respecter le taux de service. D'où l'intérêt d'avoir des taux de service, très exigeants. Qu'est-ce que t'en penses, Bertrand? Moi, je pense que moi, je suis aussi fournisseur de. Je suis un fournisseur lambda, au même titre que PepsiCo ou que Sodebo. Voilà, donc ça c'est sûr. Juste pour rebondir effectivement sur les indicateurs, il y en a un parce que c'est vrai que au-delà effectivement de la fiabilité, du taux de service, de la rotation des stocks, la casse, ça c'est notre quotidien. Il y a aussi un autre qu'on aimerait nous en tant qu'agro-mousquetaires mettre en place, c'est le taux d'adhérence au planning, c'est-à-dire en fait ce que j'ai fabriqué, est-ce que je l'ai planifié ou inversement.
En gros, c'est toute la problématique entre prévoir et être réactif, parce que nous, il faut qu'on soit aussi réactif. Et parfois, on peut changer du jour au lendemain, enfin dans l'heure qui suit, un planning de production parce que il y a le commerce qui est là. Et donc ça veut dire que c'est là où il faut trouver le bon curseur. Mais je pense que cet indicateur de taux d'adhérence au planning est un bon indicateur pour trouver la bonne frontière entre la réactivité et la planification, enfin je dirais. Et je pense que ce qui est pas simple sur ce sujet-là, c'est d'arriver à mesurer le coût de ces changements, hein, ce qui est très très difficile. On sait que ça a des coûts cachés. La capacité, je pense, à arriver à les matérialiser pour que le commerce et le marketing mesurent qu'à un moment donné, ces éléments-là aussi sont des coûts qui vont finalement revenir en fait dans le PNL du produit. Qu'on essaye de les matérialiser, c'est un élément clé, je pense, sur lequel nous aussi on veut les sensibiliser, les mesurer, c'est sûr, et en fait les sensibiliser sur les coûts de ces changements. Patrick, sur les indicateurs, vous utilisez quoi chez Comap ? Alors, ils sont liés au pilier du processus. Sur la partie business review, donc revue avec le commerce, c'est bien sûr la qualité de la prévision qu'on va regarder avant tout. Sur la réunion industrielle, on en parlait à l'instant avec Bertrand, c'est le taux d'adhérence au PDP et une maille au niveau de l'ordonnancement des usines. Et sur la partie marketing, on va regarder en approche produit l'adhérence avec le budget. Voilà, ça c'est, j'allais dire. Et bien sûr, sur la strate SNOP, qui est la strate du dessus, on va regarder la projection du chiffre d'affaires. On parlait de facturation et tout ça, donc c'est essentiel bien sûr pour le comité de direction. Est-ce qu'on est en ligne avec le chiffre d'affaires prévu ? On va regarder la projection des niveaux de stock et ses conséquences en termes de BFR. Et on va, de manière plus accessoire, regarder quand même des notions de profitabilité parce qu'elles sont plus compliquées à aborder dans ce processus-là. Super, donc on a vu tout l'intérêt des processus prévision SNOP. Alors, mais est-ce qu'il y a des difficultés à mettre en place ces prévisions ? Qu'est-ce qu'on rencontre comme problème, souci pour implémenter les processus ? Déjà, des problèmes de personnes, peut-être, Elisabeth ? Trouver les perles rares ? Oui, effectivement, le fait de trouver des prévisionnistes, c'est pas évident en fait. C'est pas un poste ou une fonction très connue, et c'est vrai que c'est difficile de recruter des techniciens prévisionnistes. Tu l'as décrit tout à l'heure, hein, il faut que ce soit des techniciens qui aiment les chiffres, qui soient rigoureux, mais en même temps qui aient un excellent relationnel avec la production, avec le commerce, qui prennent aussi, qui soient objectifs vis-à-vis de leurs chiffres et qui puissent remonter des alertes vis-à-vis de leur hiérarchie ou du commerce. Donc c'est vrai que c'est la perle rare. Souvent on va trouver ces personnes sur les métiers de planificateur de production. Après ça peut aussi être du commerce. Mais voilà, donc ça c'est un des points. Puis je pense aussi qu'il y a les outils, hein, le fait de... On parle d'un processus mensuel avec beaucoup de données, des données entrantes, données sortantes pour chaque étape du processus. Il faut avoir un outil qui le porte et c'est pas évident de le mettre en place. Néanmoins, ça peut se mettre en place sous Excel tout de même, mais avec beaucoup, je pense, de temps et de ressources. Et après, assez vite, il faut passer sous un outil qui porte les données, quoi. Étienne ? C'est vrai que pour rebondir sur le point d'Elisabeth, il y a toujours la discussion de dire le SNOP, est-ce un processus ? Oui, c'est un processus avant tout, donc finalement on ne parle pas d'outils. Et je pense que c'est bien au départ de parler d'SNOP de parler d'SNOP sans parler d'outils. Je pense que c'est aussi la valeur de dire on parle de processus, on parle de changement, on parle de mode d'organisation. Mais c'est clair qu'il ne faut pas se cacher aussi derrière, c'est qu'à un moment donné, pour être efficace, il faut qu'il y ait des outils pour supporter ce processus-là. Mais c'est vrai que nous, on a eu la discussion en interne, notamment vis-à-vis des équipes sales marketing qui voulaient avant tout l'outil, avant d'avoir travaillé le processus, le design. Et je pense que c'était bien aussi de passer par ces échanges-là pour pas qu'ils ont tendance à dire que l'outil va tout résoudre. Mais non. Je pense qu'avant tout, il y a besoin de marketer le processus, de le définir, de voir les changements. Et après, une fois qu'on est clair sur le processus, on met en fait en place un outil qui va soutenir le processus. C'est pas l'inverse. Et ça, je pense, c'est un élément aussi dans la séquence qui est important à avoir en tête. Absolument, c'est un point important à signaler. On voit ça souvent chez nos clients, chez Léon, c'est qu'ils ont des soucis en termes de processus et ils pensent que mettre en place un outil va résoudre les problèmes de processus. Non, si vous mettez en place un outil et que les processus sont mauvais, ça ne changera rien. Il faut d'abord penser au processus et trouver l'outil qui va supporter les processus. D'autres réactions sur
cet aspect-là, Laurent, je crois que vous voulez... Alors je m'inscris complètement, je suis complètement d'accord, avec ce que vous avez évoqué. Le processus est essentiel. Derrière, l'outil n'est que là pour supporter. Au niveau du groupe Volvo, on a un outil qui s'appelle Excel. Donc on est en train d'investir dans un autre outil, mais on réalise une très grande partie de nos prévisions en agrégeant ces prévisions dans Excel. Ça fonctionne plutôt pas mal. Alors il y a pas mal d'outils qui ont été développés sur cette base-là. Voilà. Et dans les éléments clés, je pense qu'il est... Moi, je préfère avoir un outil simple mais accessible à beaucoup de monde, donner de la transparence, et c'est vraiment et derrière, une fois que le process est fiabilisé, là on peut investir dans un outil un peu plus sophistiqué qui vient appuyer le process qui a été mis en place. C'est parfois un risque au niveau de certaines entreprises de dire on démarrera quand on aura un outil. Non. Alors, on peut démarrer sans outils avec Excel pour gérer quand même 60 pays, c'est ça Alors, au niveau du groupe, beaucoup plus, mais ouais. Puis au niveau des volumes, c'est énorme, mais oui. D'accord. Bon, Excel a de beaux jours devant lui. Bertrand, sur l'aspect difficulté, etc. Je dirais qu'effectivement, il n'y a pas de... il n'y a pas d'outil s'il n'y a pas de process. Donc il faut d'abord effectivement le process, ça c'est vraiment indéniable. L'outil derrière permet quand même d'accélérer la mise en place du processus parce que ça permet d'avoir des données, on peut sortir des choses de façon récurrente tous les de façon journalière, même en live je dirais. Et puis il y a un point extrêmement important aussi, et ça c'est la réussite en fait d'un processus, c'est il faut qu'il y ait un pilote. Et il faut qu'une personne soit vraiment responsable de ce processus et qu'il soit là pour aller vers l'ensemble des services pour leur dire voilà, il y a telle réunion, c'est de s'engager sur un calendrier, de s'engager sur un contenu, sur des indicateurs. Et là, s'il n'y a pas véritablement de pilote qui manage en fait ce processus, c'est compliqué. Donc il faut pour que ça soit pérenne dans le temps. Et la meilleure personne, je pense que ce soit une personne qui soit bien évidemment issue de la supply chain. Voilà, c'est un point qui est important que tu soulignes, c'est souvent on met en place aussi des processus SNOP qui fonctionnent pendant un an et demi, et puis après il y a une forme de délitement. Donc faut faire attention, il faut toujours surveiller que les processus fonctionnent, que parfois on voit des choses étonnantes chez nos clients, chez Léon, on voit les processus qui fonctionnent et il n'y a plus rien qui sorte, quoi. Les gens continuent de manière routinière à faire les processus, mais il n'y a plus vraiment de valeur ajoutée. Donc il faut aussi garder derrière, et c'est important d'avoir quelqu'un qui soit garant du processus dans l'entreprise et qui s'assure que non seulement le processus fonctionne bien, mais qu'il a une vraie valeur ajoutée, quoi. Juste pour compléter par rapport à ton point, Bertrand, c'est vrai que l'expertise supply va aider, on va dire, dans la construction. Mais nous, on a évité aussi l'écueil de faire porter le projet par une personne de la supply. C'est-à-dire qu'on a missionné, alors on a une certaine structure chez PepsiCo, mais on a missionné quelqu'un qui est en charge de projets cross-fonctionnels, cross-métier, et qui n'avait pas l'étiquette supply non plus, pour aussi porter un processus avant tout cross-fonctionnel et pas dire c'est la supply qui vient porter son projet et qui vient l'implémenter. Donc quelqu'un pour porter le processus. D'autres difficultés chez Comap pour mettre en place vos processus prévision SNOP, ou tout s'est passé facilement? Non, on a tous parlé, c'est long. Ça a été 2 ans chez nous, avec les premiers mois sans PDG. Dès qu'on a l'engagement du comité de direction, c'est bien plus facile. Il y a des questions de leadership, surtout pas en faire un processus supply chain, mais ça, je pense qu'on en a tous parlé. Peut-être le dernier point, c'est quelque part un intérêt général qui pas forcément être compris tout de suite, mais qui dans le temps, et c'est un peu un gage de pérennité, puisse se faire. Si je prends un exemple, dans la business review, un des piliers du processus chez nous, le fait qu'on ait ouvert cette business review en disant bon, nous à la supply chain, on a besoin que vous validiez la prévision, mais vous, au commerce, qu'est-ce que vous avez besoin? Nous, on a besoin que vous nous répondiez sur des éléments de service tous les mois, là-dessus. On a équilibré la business review. Ce qui fait que après 5 ans, on a toujours le même engagement des directeurs de filiales et de l'intérêt. Ils vont prendre 1 heure de leur temps tous les mois, et Dieu sait que c'est compliqué pour eux avec leur agenda, parce qu'ils ont un intérêt aussi très opérationnel, par exemple dans le cas que je vous donne, à être partie prenante du processus. Très bien, excellent. Donc là, on a vu
la mise en place de ces processus prévision SNOP, ce qu'ils apportent, et là aussi les difficultés à mettre en place. Alors maintenant, comment on peut améliorer, une fois qu'on a mis en place ces processus prévision SNOP, comment on peut les améliorer pour gagner encore en agilité? Quelles sont aujourd'hui les techniques ou les idées qui peuvent venir pour améliorer ces processus? Comment passer par exemple d'un SNOP qui est quand même un exercice où on est au niveau famille, souvent 15, 20 familles, sur des horizons 12 à 18 mois, la maille mensuelle. Comment après on peut descendre à des niveaux plus bas, je ne sais pas, au niveau SKU entrepôt peut-être, Étienne? Comment on revient dans la réalité du terrain? Exactement, et je pense qu'il ne faut pas l'oublier, c'est qu'une fois qu'on a agrégé, qu'on a mis des éléments de chiffres macro, il faut qu'on arrive à... Je pense qu'il y a deux éléments, c'est qu'on sait que, comme je l'ai dit, hein, prévoir c'est se tromper. Ce qu'on veut, c'est éviter de se tromper de trop ou se tromper le moins possible. Côté supply planning, on sait qu'on va mettre en place les structures d'agilité pour répondre à cet écart. Et je pense qu'aujourd'hui, quand je reprenais l'exemple qu'on a eu là il y a quelques années où on a lancé un 7-Up Morito, où la première année, on a fait 350% de la forecast sur une année. Donc vous imaginez dans un environnement industriel, rien que pour approvisionner la recette du produit, pour prévoir la capacitaire, on a dû mettre en place forcément cette agilité. Donc elle a forcément un coût. C'est une sorte d'assurance. Donc comme une assurance, on réfléchit au coût qu'on y met versus le gain qu'on va avoir. Mais c'est vrai que sur cette partie, notamment supply planning, et dans la discussion avec les usines, on a beaucoup de discussions sur quelle assurance on se paie pour finalement être capable de faire face à des innovations qui vont faire aussi la contribution de la performance de l'entreprise. Et ça a été un enjeu justement de trouver sur certains, notamment d'identifier les innovations majeures qui sont un peu notre 7-Up Morito de demain. Et donc là, aujourd'hui, on a un processus de sensibilisation au niveau de l'entreprise pour identifier ces éléments-là, de changement de volume, mais changement aussi de technologie qui vont avoir des impacts industriels. Je pense que Bertrand en parlera bien. Quand on a autant de technologies, de processus industriels, il faut être capable de percevoir les petits signes qui feront que dans 6 mois, ma bouteille, elle n'aura plus la même forme, elle ne sera plus processée de la même manière. Et ça, ces éléments-là, il faut qu'on arrive à les percevoir et rapidement en fait, les donner, on va dire, côté supply planning pour exécuter. Bien, donc un travail d'anticipation au niveau des équipes de production. Également, peut-être en termes de production, des techniques de juste à temps qu'on peut essayer de mettre en place dans les usines pour améliorer encore en agilité, Patrick? Alors tout à fait, la réflexion qui a été poussée chez Comap, c'était à partir du moment où on avait réussi à augmenter notre service de 15%, de baisser les stocks de 22 jours en équivalent chiffre d'affaires, on arrivait à une asymptote. Si on continue à baisser les stocks, on se le paye en service. Et donc, on a réfléchi à revisiter la logique des flux. Encore une fois, pas d'une manière dogmatique. On s'est dit, la prévision, c'est nécessaire, mais est-ce qu'on peut regarder, en termes de réactivité, s'il ne faut pas faire du flux tiré sur certaines typologies de produits, davantage que le poussé, qui était le flux dominant chez nous. Donc on a initié un groupe de travail sur la nécessité d'aller vers du flux tiré. Et flux tiré, c'est pas... alors, mon expérience à moi, hein, je ne suis pas un expert de ce sujet-là, mais c'est pas abandonner la prévision, c'est faire de la prévision autrement. C'est-à-dire qu'on va servir de la prévision pour dimensionner des stocks, découpler, c'est faire la prévision autrement. C'est aussi changer le métier de prévisionniste. Hein. C'est assez perturbateur pour le prévisionniste en disant « Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Si on fait des flux tirés, moi j'ai plus de job. » Non, t'as un job, mais ton job, il va changer. D'accord. Et chez Renault Trucks, comment on améliore la flexibilité, l'agilité de l'usine? Alors on a effectivement une problématique similaire, c'est-à-dire que un des objectifs, c'est de pouvoir garantir une certaine stabilité quand on installe une cadence dans une usine de production. Donc on a comme ça un certain nombre d'usines un petit peu partout dans le monde. Et pour les produits Renault Trucks, on travaille essentiellement à partir de 2 usines qui sont à Blainville en Normandie, puis à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain. Mais dans ces usines, quand on installe une capacité, il est important d'essayer de garder cette capacité la plus stable possible. Un changement de cadence, c'est des centaines de milliers d'euros, c'est beaucoup de recrutement, c'est de la formation, et ça va dans un sens, mais aussi dans l'autre, quand on change de cadence, soit vers le haut, soit vers le bas. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on analyse les cycles au niveau du marché du camion, et quand on sait qu'on a des cycles bas, on essaye de pas uniquement s'appuyer sur les make to order, donc sur les commandes déjà affectées auprès des clients, mais d'anticiper, par exemple, sur des commandes de grande flotte,
pour lesquels on a des commandes un petit peu en avance et sur lesquels on s'est planifié à ajuster la production plus facilement sur l'année. Et là, on va produire du stock. On n'aime pas ça, mais on produit du stock parce que c'est un mal qui est moins pire que celui qui consisterait à changer la cadence. Donc c'est une des façons que l'on a pour ajuster. D'accord. Donc, Étienne ? Un élément aussi qu'on a de réflexion, et notamment quand qu'on compare un peu la façon dont on pilote nos activités en Europe et notamment aux US. J'ai eu l'occasion d'avoir quelques personnes qui ont été aux US et qui nous ont fait un retour d'expérience assez intéressant. On parlait tout à l'heure de prévision, capacité à être dans un temps fin et être très agile pour capter ces changements de demande. Je dirais aujourd'hui, dans la partie plutôt planification, on reste sur des ordonnancements assez lourds où, en fait, une semaine avant, il faut s'engager sur un plan de production, un ordonnancement figé. Si je compare la façon dont on produit, par exemple, une bouteille entre la France et les US, aujourd'hui, les US, ils revoient leur ordonnancement 48 heures à l'avance. Donc c'est vrai que l'agilité qu'il y a sur toute la chaîne, et donc forcément vous imaginez bien qu'ils ont au moins 5 ou 10 fois moins de stock que moi sur l'environnement US. Donc après il y a aussi toute une agilité à mettre sur toute la chaîne. C'est-à-dire que si on est fin et si on veut être agile et efficace dans la captation de la demande, il faut que sur l'environnement supply planning ordonnancement, on puisse aller aussi chercher ces éléments-là. Et bien sûr, forcément, c'est un coût industriel d'être dans cette agilité-là. Mais il faut qu'on se pose aussi la question de l'ensemble du coût de la chaîne. Où est le stock ? Combien on en a ? Qu'est-ce qu'on doit faire finalement pour aussi peut-être optimiser de l'aval à l'amont toute cette chaîne-là ? Donc c'est vrai que nous en Europe, je pense qu'on a des choses en tout cas à interpeller sur notre façon de faire. En tout cas, je prends PepsiCo entre les US et la France, et je pense qu'on a des intérêts à les capitaliser sur un mode très très agile, notamment sur la production, on va dire, de bouteilles ou de chips, où on veut être soit dans des éléments de différenciation retardés le plus fort, et puis dans des éléments d'agilité sur l'ordonnancement peut-être encore plus poussés que ce qu'on a aujourd'hui. Bon, il faudra emmener le monde industriel avec nous. Hein. Bien sûr, on a une quarantaine aussi d'usines qui approvisionnent en fait le marché français chez Pepsi, donc c'est aussi important. Donc ça va nourrir, je pense, de bonnes discussions dans les années à venir sur comment on pilote finalement l'agilité au sein de la chaîne logistique. Gagner en agilité industrielle, mais également peut-être aussi au niveau de l'entrepôt. Les prévisions, ça permet d'être plus efficace aussi. On parle souvent de l'industrie, mais les plateformes logistiques, c'est important, surtout dans le frais, il faut être réactif. Et comment les prévisions, le processus aide chez les plateformes chez Sodebo? Donc en fait, déjà nous on a une donne de départ qui est plutôt sympa, c'est qu'on n'a qu'une seule plateforme de stockage et de préparation de commandes. Et comme je vous l'expliquais, donc les commandes arrivent le jour même du départ. Donc on a en fait un nombre important de commandes et de colis à traiter sur environ 10 heures de temps, peut-être un peu plus. Et en fait, les équipes planification de la plateforme d'expédition vont utiliser les prévisions à l'entrepôt pour pouvoir planifier la journée de préparation et voir en fait le flux à l'heure sur la plateforme, pouvoir simuler pour pouvoir s'organiser au mieux, avoir le bon nombre d'opérateurs au bon moment pour passer les commandes dans les temps. Donc une utilisation directe des prévisions pour améliorer la planification de la plateforme logistique. Alors on parle aussi de tout ce qui est mode gestion partagée des approvisionnements. Est-ce que c'est des moyens qui permettent d'améliorer finalement la supply chain, Bertrand ? Oui, tout à fait. Effectivement, la GPA est un moyen, je dirais, collaboratif en fait avec notre principal client. De pouvoir, je dirais, répondre au mieux à ses besoins. Et c'est vrai que c'est ce qu'on fait notamment sur le flux stocké, sur des produits comme le sec, notamment sur les eaux, sur la boule pâte, par exemple, où on fait effectivement de la GPA, où on est en VMI. Et l'idée, c'est effectivement de récupérer en fait les sorties des bases et leur stock, et on fait l'équation de stock pour leur faire des propositions de commandes. Et ce qui nous permet, nous, d'un point de vue industriel, de pouvoir lisser notre production et bien évidemment lisser notre préparation de commandes. Et d'un point de vue logistique, ça nous permet d'augmenter notre coefficient de remplissage des camions. Et là, ça s'inscrit effectivement dans une démarche de développement durable, puisque ça nous permet de mettre moins de camions sur les routes et donc de répondre au mieux effectivement, tout en tenant compte du niveau de stock bien évidemment sur les bases, et donc de répondre au mieux aux besoins du client. Très bien. D'autres témoignages en gestion partagée des approvisionnements ? Oui, alors on est toujours sur faire de la prévision autrement.
chez nous, on avait une difficulté avec un client important, Saint-Gobain pour ne pas les nommer, sur une gamme de produits spécifiques pour eux qui représentait plus de la moitié de la charge d'une usine. La prévisionniste s'en sortait pas, elle passait un temps fou, et tantôt on produisait trop de stock, tantôt le service était vraiment très mauvais. On a beaucoup travaillé avec Saint-Gobain pour essayer de voir comment faire, et puis on s'est dit bon, allez stop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se plugger en gestion partagée des appros sur votre système d'information. On va prendre vos sorties d'entrepôts. C'est un entrepôt national, puis c'est aujourd'hui des entrepôts régionaux. On en gère 7 comme ça. Et le faisant, on a permis à la fois, vis-à-vis de l'exigence du client, lui produire un service important, parce qu'il nous exige plus de 99% sur les runners. Et les runners, c'est... dans la définition de Saint-Gobain, c'est la moitié des références, avec des niveaux de stock. C'est-à-dire qu'on doit aussi monter les stocks, mais pas plus de 2 mois. On a réussi à faire ça, et en même temps, puisqu'on est un groupe industriel, on a aussi réussi à lisser, on parlait un petit peu de la nation, j'allais dire, environnementale, et pour nous, ça a été super important, parce qu'on a pu lisser et optimiser derrière les camions. Donc c'était un vrai succès. Et là, ce qui est intéressant, c'était de se dire, face à une situation donnée, est-ce qu'on continue à faire la prévision comme d'habitude, ou est-ce qu'on change de paradigme ? Très bien. D'autres témoignages sur la GPA, Étienne, oui, peut-être ? Oui, on aimerait en faire plus. Bertrand le soulignait, c'est un enjeu de capacité finalement à lisser, je pense, les volumes. On sait que malheureusement, on a encore à progresser, je pense, dans la capacité entre clients et fournisseurs à dépeler en fait un petit peu la relation, des fois un peu tendue qu'on a sur des éléments de négociation de prix, pour aller vraiment sur un partage de cette capacité finalement à avoir un flux le plus lissé possible. On a tous à y gagner en service notamment. Donc là-dessus, on met beaucoup d'efforts et d'investissements dans la capacité à convaincre nos clients que la GPA est aussi un outil qui doit nous permettre d'avoir un meilleur service pour eux. Bien. Laurent, peut-être, oui. Alors moi, je rêverais de faire de la GPA, ça voudrait dire que le camion est devenu un produit consommable. Donc on vient pousser du réapprovisionnement, on vient pousser des camions chez les clients. Donc on n'en fait pas côté prévision sur les camions, par contre on en fait sur toute la partie pièces de rechange. Ok. Alors un autre point pour améliorer les processus de prévision, les prévisions sont souvent donc commandées par les clients, on livre des entrepôts et on essaye de récupérer maintenant les sorties caisses pour affiner les prévisions, c'est-à-dire arriver à avoir la vision réelle de la consommation. Qu'est-ce qui veut réagir par rapport à ce point-là ? Bertrand, peut-être ? Alors, les sorties caisses, alors c'est vrai que c'est un exercice... Sortie entrepôt. Hein. Oui, sortie entrepôt. Juste pour vous donner un exemple, nous, il y a à peu près... Oui, c'est l'année dernière pour réussir la saison estivale des glaces, parce qu'on a une usine de glace à Vitré, sous la marque Adélie. Je vous encourage à les déguster. Et donc, effectivement, vous savez que ce produit-là, c'est à la fois un produit météo-sensible, qui est saisonnier et météo-sensible. Donc, dès qu'il fait 1 degré ou 2 degrés de plus que la normale, forcément, derrière, les ventes s'envolent. Et donc, l'idée, ça a été pour réussir cette saison, eh bien, on s'est rapproché de notre principal client et ça a été de matcher, je dirais, les prévisions d'appro des bases avec nos prévisions de vente quand tu dis les bases, c'est les bases logistiques Intermarché. Hein. Voilà, des bases logistiques Intermarché. Et alors, effectivement, on a cet avantage d'avoir cette proximité, mais faut-il aussi bien l'utiliser. Et donc, en matchant les prévisions d'appro et les prévisions de vente, ça nous a permis d'être au plus près en fait de la demande des bases. Et comme on est en flux stocké, donc ça a permis véritablement d'être au rendez-vous. Super. Étienne ? Nous, on commence tout juste à effleurer le sujet chez nous. On sait que, je pense, que ça fait partie un peu des éléments qu'on cherche à les traquer plus finement. On sait qu'on va avoir, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure, on a des données de plus en plus accessibles, que ce soit des données sur des sorties caisses, mais aussi et la problématique de la pénurie en linéaire, c'est une vraie problématique. Quelle est en fait malheureusement, quelle est l'expérience consommateur que l'on vit ? Il y a beaucoup de produits malheureusement qui ne sont pas là, donc finalement le client qui ne trouve pas son produit. Donc il y a beaucoup d'éléments en fait de data qu'on va être capable de collecter. Nous on cherche déjà en fait à savoir ce qu'on doit collecter et après comment on arrivera à les
Les interpréter, c'est une autre histoire. Mais on sait que déjà sur la partie notamment GPA, on utilise beaucoup de données pour mieux piloter nos prévisions, des effets de stockage et des effets. On a en fait aussi des sorties caisses qui nous permettent, notamment via le marketing, de nous donner des informations. Donc on les a. On a encore aujourd'hui beaucoup de mal à les exploiter. Je pense que c'est un enjeu un petit peu finalement du big data. Beaucoup de data, mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment en fait on les exploite? Comment on les utilise? Quel outil va nous permettre de supporter et traiter toutes ces datas? Et c'est vrai que typiquement aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose aujourd'hui sur lequel moi personnellement je me sens armé PepsiCo France. Pour le coup, c'est vrai qu'au niveau Europe, on va créer, je pense, un centre d'excellence. On est en train de le créer, et j'attends beaucoup du fait qu'on arrive à essayer de modéliser les différentes datas qu'on va être capable d'avoir pour justement améliorer ma forecast. Chez Patrick, les sorties caisses, c'est quelque chose que vous travaillez chez Comap? Alors comme Étienne, on travaille depuis une année, hein, donc c'est relativement récent. C'est en effet un peu une problématique big data, c'est-à-dire il y a beaucoup de données, donc pour le prévisionniste c'est pas simple d'intégrer toutes ces datas et trouver du sens. On l'utilise pour l'instant avec le client principal que je citais tout à l'heure comme alerte, c'est-à-dire qu'on a accès aux sorties agences du réseau Saint-Gobain. Là on parle d'un nombre d'agences important, de grandeur de 500, et on va essayer de déceler par région s'il y a des phénomènes anormaux qui se passent pour pouvoir s'en servir pour réagir au niveau de la prévision. Très bien, excellent. Alors on a parlé pas mal de données, de big data. C'est des choses auxquelles vous croyez, ce débo, par exemple? Ça reste encore... C'est vrai qu'on parlait de sortie caisse, ce serait formidable de pouvoir voir en temps réel ce qui se passe dans les magasins, mais ça ferait un nombre de données impressionnant. Donc on n'en est pas là, effectivement. Le big data, ça va aussi au-delà, c'est avec des systèmes d'algorithmes auto-apprenants finalement, qui pourraient faire eux-mêmes la prévision. Il y a notamment Amazon qui fonctionne comme ça. Donc jusqu'où on peut aller, ça c'est la question. Et comme le disait Étienne, c'est vraiment quel outil peut nous aider à tracer et à utiliser ces données. C'est pas simple, puisque c'est plein de données différentes, de plein de sources différentes. Absolument. Qu'il faut consolider, mettre des indicateurs. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose qui tient de l'excellence, oui. Non, c'est clair, et là on est parti un peu dans la vision, mais ça va nous poser des questions, je pense aussi on revenait sur qu'est-ce qu'un prévisionniste, qu'est-ce qu'on va lui demander, comment on va se structurer, comment on va développer aussi les compétences des équipes, comment on va aussi recruter. Je dirais le chemin pour moi que l'on va faire en supply chain sur l'aspect big data, c'est peut-être ce qu'aujourd'hui on a une équipe digitale qui s'est montée chez PepsiCo France depuis 2 ans. Je pense que ce qu'on est en train de vivre sur le digital, on va dire chez PepsiCo France, dans l'animation, sales et marketing, on va le connaître là dans les prochaines années sur l'environnement supply pour traiter finalement plus de data, plus être capable de l'intégrer, d'en capitaliser, pour finalement aussi l'exploiter, typiquement au profit notamment de chiffre d'affaires, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le taux de rupture linéaire, c'est un élément qui est juste énorme, et je pense sur la partie glace, tu l'évoquais Bertrand, comment on va être capable de modéliser le fait que sur les 2-3 derniers jours, il y a eu tel effet météo, et qu'on est capable de reproduire par rapport à des historiques, par rapport aux algorithmes, le fait que la demande sur les prochains jours, elle va être celle-ci. Je pense que les données et les algorithmes bien travaillés, je pense, nous aideront dans les prochaines années à mieux répondre, je pense, à tes consommateurs qui se sont rués sur les glaces. Exactement. Et moi, j'ai un adhérent qui me dit à chaque fois, attention, les produits, c'est pas dans les camions, c'est dans les rayons. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc il a une attente très forte. Et c'est vrai que nous, notre objectif, moi je caresse effectivement l'espoir de pouvoir mieux caréner en fait l'ensemble de ces données, parce qu'aujourd'hui il y a des données touristiques, il y a des données météo, il y a les historiques de vente, les promotions, la concurrence, comment elle se comporte. Bon, l'idée, ça serait effectivement d'arriver à mettre en forme en fait une big data qui soit véritablement au service des prévisionnistes, pour que on puisse être au plus près des marchés, qu'on puisse répondre au mieux à la demande des clients. Donc ça, fait partie des choses qui restent encore à faire. Très bien, merci. Donc on arrive au bout de cette table ronde. On a vu en effet, on a tenté de répondre à cette question. Est-ce que les processus prévision SNEP sont toujours d'actualité? Ils ont un sens par rapport aux besoins d'agilité industrielle et distribution. On a vu en effet l'importance de mettre en place ces processus prévision SNEP qui restent
quand même, qui constituent les fondations d'une bonne supply chain et qui permettent d'avoir vraiment une supply chain efficace pour répondre aux enjeux de taux de service d'une part et d'autre part à éviter des stocks trop importants et garder des coûts logistiques qui soient raisonnables. Et on a également abordé qu'il faut les mettre en place, que c'est des vrais processus de mise en place de ces outils prévision SNOP. Et par contre, il y a des axes d'évolution très intéressants avec des techniques de juste à temps, des techniques de gestion partagée des appros et de big data. Alors, avant peut-être de conclure définitivement, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Oui. J'ai même 2 questions. La première, c'est pensez-vous qu'il y a une taille critique d'organisation ou d'entreprise pour implémenter un processus SNOP? C'est une question pour un consultant, je vais répondre. Alors, nous, chez Léon, on est convaincus que les prévisions, c'est essentiel et que c'est capital dans le processus de planification. Et donc, pour moi, il n'y a pas de taille. Après, le processus de prévision va s'adapter à la taille de l'entreprise. C'est sûr que chez Sodebo, il y a 6 prévisionnistes. Si vous êtes une PME de quelques personnes, on n'est pas obligé d'avoir un prévisionniste à plein temps. Ça peut être quelqu'un qui a une partie de son travail pour faire des prévisions et pour mettre en place ce processus. Mais dans tous les cas, que vous soyez une petite société ou une multinationale, vous avez des besoins de processus prévision et de planification. Donc il ne faut surtout pas les négliger et les mettre en place. Je pensais plus à une taille filiale, par exemple, et puis la disponibilité en fait, des acteurs dans ces process, c'est-à-dire quand il n'y a qu'un commercial ou qu'un responsable marketing, comment les mobiliser dans ces réunions. Mais je pense qu'un commercial est là pour vendre, pour voir ses clients. Et donc l'enjeu, c'est de ne pas le absorber sur des processus un peu back-office qui, certes, pour une grande entreprise comme PepsiCo, est indispensable. Mais je pense que la taille, c'est un élément important. Donc je pense qu'il faudra consommer le temps, le petit temps. Parce que je pense qu'il ne faut pas oublier que la mission d'un marketing et d'un sales, c'est marketing doit capter ses tendances et connaître par cœur ses produits et décliner le portefeuille de demain. Et le commercial doit vendre et doit convaincre ses clients. Donc j'aurais tendance à dire, s'il n'y a qu'un marketing, qu'un commercial et qu'un provisionniste, déjà faites le job déjà sur l'environnement court terme. Et après, je pense que c'est la question, ça sera l'investissement. Une fois qu'on est robuste sur, je pense, les basiques, après on peut se permettre d'investir un peu de temps sur un peu de processus back-office structuré du type SNOP. Oui, juste pour dire, nous, effectivement, chez nous aussi, on a des gens qui sont un peu couteau suisse. Vous voyez. Donc ça veut dire qu'à un moment, il faut adapter le processus en fonction de la taille et en fonction de la disponibilité des personnes. Parce que sinon, ça va être compliqué. Souvent, dans ces cas-là, dans les filiales, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir en centrale des processus organisés. Si on prend l'exemple de Comap, par exemple, vous avez des filiales où chez d'autres clients, on a mis ça en place. On met en place des processus organisés en centrale, où on fait les prévisions en centrale. Ils calculent les prévisions pour les pays et on demande aux pays simplement de valider les prévisions. Donc le travail qui est fait, par exemple, par le commercial est finalement relativement simple. Il peut avoir un échange téléphonique pour lui informer de ce qui se passe sur le marché et comme ça, on consolide très rapidement des prévisions. Je vous remercie pour la transition, parce que c'était ma deuxième question, notamment par rapport à Monsieur PepsiCo, excusez-moi, j'ai oublié le prénom. Centralisation des prévisions, mais vous parliez des retours d'expérience de modèles où en fait à centraliser ils se sont plantés. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la limite? Je ne veux pas les citer, mais... Sans les citer. Non, donc une entreprise, il y a 6 ou 7 ans, qui a décidé de centraliser la partie prévision. Je pense qu'ils ont été loin, ils ont été très 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 loin. Bon, il y avait, je pense, des enjeux aussi d'optimisation de ressources, clairement, derrière. Donc je pense aussi que c'est assez un des drivers qui fait qu'ils ont été, je pense, trop loin. Donc c'est vrai qu'après ils ont perdu, je pense, le signal de la business unit ou des particularités du marché. Je pense que c'est une question de curseur. Comme je vous dis, nous on part plutôt d'un curseur où on doit centraliser certaines choses qui sont trop locales. Mais clairement, je pense qu'ils ont mis donc la gestion de la prévision fonds de rayon, une partie des promos, beaucoup d'éléments en fait finalement d'historique statistique en se disant un bon outil, des bonnes statistiques, on va faire aussi bien que le marché. Oui, je pense sur ces éléments-là, oui. Et après, capter des éléments, et je pense que c'est toute la valeur aussi de se réunir autour d'une table pour discuter d'éléments au départ qui ne sont peut-être pas chiffrés, des tendances, des éléments du marché, des scénarios qu'on va essayer de capter pour aussi les transformer en chiffres. Je pense que ça, c'est la vertu, pour moi, d'une instance locale.
Si je rajoute juste un petit mot sur ce domaine-là, je pense que décentraliser, c'est aussi responsabiliser. C'est donner la responsabilité aux filiales ou aux structures locales de s'engager et de prendre un commitment sur les chiffres qu'ils annoncent. Quand on vient trop centraliser, derrière on a un risque de déresponsabiliser et donc de perdre la maille locale. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être ou... Je crois qu'on arrive au temps imparti de cette table ronde. Écoutez, il nous reste à remercier les intervenants. Merci beaucoup pour votre présence. Et merci à tous pour votre attention. Et nous vous souhaitons un excellent salon. Merci.